D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence sur le thème de la résilience. Et donc, je vais vous parler de la résilience vis-à-vis des territoires, sans oublier le bâtiment, bien sûr. Donc, je suis Marc Vuillet, enseignant-chercheur à l'École des ingénieurs de la ville de Paris, composante de la nouvelle université Gustave Eiffel et membre du Lab Urbain. Alors, le IVP, donc c'est l'école référence sur le génie urbain depuis 1959, qui fait donc le développement durable, qui est très axé sur le développement durable. On a un cursus qui est organisé autour de plusieurs projets urbains qui incluent de différentes façons les problématiques de résilience. Donc, les projets environnement-climat, au premier semestre, ils sont essentiellement centrés sur des problématiques de résilience, que ce soit énergétique, que ce soit la résilience du bâti et des territoires ou encore des réseaux face aux risques. Le projet data sur le numérique, ensuite le projet construction qui intègre de plus en plus des éléments de résilience, auparavant sur la conception de bâtiments, de plus en plus sur la réhabilitation. Le projet métabolisme urbain sur les problématiques eau, déchets, assainissement, et avec beaucoup de problématiques liées à la gestion des eaux urbaines notamment, bien sûr. Et enfin le projet aménagement sur l'espace public et la voirie. Donc, le IVP est depuis longtemps engagé sur les problématiques de développement durable. Elle a été labellisée DDRS, donc développement durable et responsabilité sociétale, depuis 2017. Tous les ans, elle produit une université d'été qui a des thèmes qui sont quasi systématiquement reliés au développement durable, à la résilience. Donc, en 2008, il y avait génie urbain et développement durable. En 2015, c'était résilience, vulnérabilité et gestion des territoires en génie urbain. Puis économie circulaire. Puis cette année, le thème de la santé et du génie urbain vis-à-vis de la santé. Également, le IVP impliqué sur les dossiers construction 21, on avait coordonné un dossier sur la résilience du bâtiment et des infrastructures. Et le IVP également a des chaires donc en économie circulaire avec ECT et sur l'éclairage public avec EVESA. Alors, la résilience est arrivée à l'EIVP, le thème de la résilience, c'était l'école du développement durable. Le thème de la résilience est arrivé à partir de 2007, notamment l'inclusion de l'école dans des projets de recherche. Alors, en particulier, Flood Resilient City, qui a commencé en 2008 et qui, entre autres problématiques, donc, avait permis l'étude de quartiers résilients et différentes solutions résilientes, en fait, pour mieux gérer le risque inondation. Alors, il y avait des questions de protection mobile qui permettaient notamment de construire en zone inondable sans endiguer le lit du cours d'eau, puisque c'était ces protections métalliques donc, qui permettaient de faire digue en cas de crue, et le quartier étant, lui, adapté aux inondations avec un système de passerelle. Alors, ce quartier est en cours de construction, mais c'est à l'image du quartier, par exemple, de Romorantin, qui a subi la crue de 2016 et qui était adapté à cette crue. Également, le IVP, moi personnellement, était coordinateur du projet RGC4 pour résilience et gestion de crise dans un contexte de crue à cinétique lente sur la problématique de la vulnérabilité des réseaux et des infrastructures réseaux aux crues de la Seine, et également sur le projet Relève qui porte un ANR également, qui porte sur la reconstruction post-ouragan et les impacts de l'ouragan sur l'île d'Irma. Plusieurs démarches dans le cadre des projets Résine et Rescue, des projets européens sur l'adaptation au changement climatique, des réseaux techniques, mais aussi des infrastructures. Le projet MESH, lui, aborde la qualité de l'air et notamment la question des formes urbaines et du paramétrage numérique des formes urbaines pour les optimiser vis-à-vis des problématiques environnementales et, entre autres, parmi celles-ci, la résilience à la qualité de l'air. D'autres projets que je ne présente pas ici, mais ça nous montre un peu un panaché des projets traitant de la résilience. Il y a également des questions sur les îlots de chaleur urbains et l'adaptation au changement climatique, dont Résine et d'autres. La résilience face aux risques. Comment le thème de résilience s'est imposé dans la gestion des risques au cours des 10-15 dernières années? Alors, tout d'abord, on note qu'il y a une extraordinaire augmentation des coûts des catastrophes. Là, on voit la courbe en haut à gauche qui nous montre entre 1900 et ça s'arrête en 2014. L'augmentation des coûts liés aux catastrophes. Alors, on voit des années particulièrement coûteuses qui sont reliées, alors en 95, au tremblement de terre de Kobe, en 2005 à l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, en 2011 au tsunami au Japon. Et on voit donc vraiment la nécessité d'avoir des infrastructures qui résistent aux sollicitations, puisque dans le cadre de Kobe, on a vu des destructions massives. Dans le cadre de Katrina à la Nouvelle-Orléans, c'est les digues qui ont rompu. Dans le cadre du Japon, alors on voit que les endiguements sont quand même, et les infrastructures sont indispensables, parasismiques, protection, mais elles ne sont pas forcément la solution définitive. Il faut les compléter avec des aménagements résilients dans les zones vulnérables.
Alors, plus proche de nous, à Paris, on sait que Paris est sous la menace de plusieurs aléas, notamment une grande crue de la Seine. Alors, il y en a une en 2016 qui avait conduit à la fermeture du RERC pendant plusieurs semaines. Alors, le RERC intramuros, c'est 400 000 usagers jour, donc c'est quand même quelque chose de très important. Et on sait que là, on était sur une période de retour, une période de retour de 20 ans, mais en cas de période de retour 100 ans ou plus, on pourrait avoir l'essentiel des réseaux à l'arrêt, quasi l'intégralité des réseaux ferrés qui ne traverseraient plus Paris, et beaucoup de zones non desservies par les réseaux. À ce titre, donc, ça pose la question du fonctionnement du territoire durant un aléa qui peut être long ou de la remise en service post-aléa, et donc de la flexibilité des défenses et des éléments vulnérables. La canicule de Paris, alors le risque canicule, donc on se rappelle de la canicule de 2003 qui malheureusement avait occasionné plusieurs milliers de morts. Alors la canicule de 2003, c'est l'été moyen de 2050. Et ça, on sait déjà que les projections pour les 20-30 ans à venir, même si on arrête de produire du CO2 aujourd'hui, elles seront quand même valables. L'action sera à partir de dans 20-30 ans. Donc ça pose deux questions en fait. Tout d'abord, l'adaptation des infrastructures et du bâti au changement climatique à venir. Et donc là, on voit à droite l'effet d'îlot de chaleur urbain, où en fonction du choix des matériaux et des degrés de végétalisation, on va avoir plus ou moins de sur-canicule, et donc un différentiel jusqu'à 10 degrés entre certaines zones de l'Île-de-France et le cœur de Paris intramuros. Ça pose aussi la question des émissions et de la réduction des émissions. Donc, alors les changements climatiques que le bâtiment devra anticiper, alors on parle des vagues de chaleur, ça pose la question donc de l'adaptation du bâti aux vagues de chaleur, mais également les inondations, les phénomènes d'érosion côtière, donc on va voir, ça pose la question de la réversibilité des bâtiments. Également les mouvements des sols. Les retraits gonflements d'argile sont la deuxième cause de coûts de dégâts au bâtiment des assurances. Et donc, c'est des choses qui vont s'aggraver, qui sont déjà importantes et qui vont s'aggraver. Alors, des enjeux très importants. Alors, on voit à droite, c'est le Shift Project, donc sur la part du mix énergétique et la part actuellement des énergies carbonées, à mettre en relation avec la courbe d'en dessous, où Paris prévoit pour 2050 une neutralité carbone, donc de ne plus émettre de carbone, en tout cas de compenser ses émissions directes et indirectes avec son stockage. Donc cela pose les questions des pratiques, et en particulier du bâtiment, notamment pour contribuer à cette réduction de la production de carbone. Alors tous ces éléments ont amené à... donc on voit un peu les pratiques héritées et les enjeux de demain ont un peu favorisé l'émergence du concept de résilience. Alors la résilience, donc, c'est arrivé depuis à peu près les années 2000, et surtout 2010. Il y a un effet de mode qui s'accentue, ou en tout cas une pertinence du concept, un concept qui fait sens. Donc une origine latine, de salire et du préfixe re, qui veut dire retour en arrière. En français, ça donnait résilier. On résilie un contrat, on revient simplement en arrière. En anglais, dans la littérature anglo-saxonne, depuis au moins le XVIIIe siècle, le participe présent résilience, ça donnait resiliency, qui avait la notion de rebond, de reculer pour mieux sauter. Et c'est quelque chose donc qui était défini, alors pour les individus à la base, mais cette notion de rebond. Alors, en France, la résilience est revenue via la résistance des matériaux au début du XXe siècle, avec l'essai de Charpy, où notamment la résilience, à ce moment-là, intégrait la notion de résistance et d'élasticité du matériau face à un choc. Et donc, un matériau ductible ou fragile était estimé moins, voire pas résilient, par rapport à un matériau qui reprenait sa forme originelle ou qui n'en changeait pas. Donc, deux notions autour de la résilience. La première, c'est cette version science des matériaux, donc où on est vraiment sur un retour à l'état d'équilibre. Alors, illustré à droite par la petite boule dans la cuvette, qui va donc peut-être bouger, mais revenir à son état d'équilibre à la fin. Alors, la résilience est passée par plusieurs domaines, par la psychologie notamment, et par l'écologie. Et en écologie, on a défini un système écologique comme résilient, un système qui est capable de s'adapter en passant par plusieurs étapes transitoires à différents stress, à différents chocs. Alors, prenez le cas d'un écosystème qui va subir la disparition d'une espèce ou un incendie, mais qui va quand même perdurer avec un nouvel équilibre. Ça peut être aussi la réintroduction d'espèces, bien sûr. Et alors, de ces deux notions, donc la première, on voit bien qu'on est sur la résilience à un choc et le retour à un état d'équilibre ou le retour à un niveau satisfaisant de performance des bâtiments, des services.
Et ça, c'est sur le court terme, et la résilience sur le long terme, où là, on va suivre une trajectoire de développement souhaitable, et ça va être l'exploitation d'un parc de bâtiments, par exemple. Et malgré des aléas divers et variés, malgré des stress, malgré des chocs, on va maintenir cette trajectoire souhaitée. Et alors, la résilience urbaine, au sens large, en intégrant les deux notions, peut désigner la capacité d'un système urbain à maintenir ou à retourner rapidement aux fonctions désirées face à une perturbation, à s'adapter au changement, et de transformer rapidement les systèmes qui limitent la capacité d'adaptation actuelle ou future. Alors, la question qui va se poser à chaque fois, c'est la résilience de quoi, à quoi, pourquoi, selon qu'on se situe à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier, d'une ville, ou à l'échelle planétaire. Quand on va arriver, par exemple, sur la question des émissions et des équilibres climatiques. Selon le corpus, donc la résilience ferait des références à des notions plus ou moins connexes, alors notamment la résistance, la capacité à faire face, la capacité d'adaptation, la capacité de réponse, le retour à l'équilibre, l'absorption du choc, la reconstruction, notamment dans le domaine des bâtiments, la reconstruction politique et sociétale ou symbolique, l'auto-organisation, la transition, voire la bifurcation, c'est-à-dire l'opportunité d'avoir un aléa pour éventuellement reconstruire mieux. On va parler alors de Build Back Better, et ça va interroger des questions de modularité notamment. Alors ce mot, c'était une communication de plusieurs chercheurs parisiens, entre autres Serge Lhomme, qui était doctorant à l'École d'ingénieurs de la ville de Paris. Alors les défis de la résilience, je vais essayer d'aller vite. Alors pour un territoire résilient, alors selon la définition de l'atelier résilience territoriale mené par le Commissariat général au développement durable et le CEREMA, un territoire résilient peut être défini comme un territoire en mouvement, donc on a cette notion de trajectoire, capable d'anticiper des perturbations brutales ou lentes grâce à la veille et à la prospective, d'en atténuer les effets, de se relever, de rebondir grâce à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation, d'évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique, préservant ses fonctionnalités. Cet état devrait être décidé et construit collectivement. Donc il y a un peu cette question aussi d'inclusivité et d'adhésion des populations et des usagers. Alors, un exemple alors là, du coup, on arrive finalement à de la gestion d'un choc à une approche un peu à 360 degrés, j'ai envie de dire. Et là, je vous présente le repère, la boussole. Alors, il y a plusieurs approches qui proposent de caractériser qu'est-ce qu'un territoire résilient, qu'est-ce qu'un projet résilient. Alors, un exemple parmi d'autres, mais c'est la boussole de résilience du CEREMA, et donc qui vise, lors d'un diagnostic territorial ou lors de la discussion d'un projet de territoire, à le balayer sous tout un tas d'angles différents, des différents compartiments qui peuvent concourir à la résilience. La résilience, donc, on va essayer de considérer plusieurs échelles de temps, d'espace. On va essayer de considérer également les effets systémiques, c'est-à-dire les interrelations, les effets dominos que pourraient avoir les actions les unes sur les autres. Donc, on va regarder à la fois les questions à long terme, à moyen terme, à court terme. On va regarder les questions organisationnelles, on va regarder les aspects liés à l'aménagement, etc., etc. Alors, si on descend à l'échelle du bâtiment, donc un bâtiment résilient, il devrait inclure, alors c'est un début de liste qui n'est pas exhaustif et que justement on aura le plaisir de discuter. Bien entendu, en premier lieu, la résistance aux sollicitations, ça reste incontournable. Et justement, la résistance à des sollicitations potentiellement difficiles à prévoir ou difficiles à anticiper. La satisfaction des besoins usagers, la sobriété énergétique, l'adaptation au changement climatique, la recyclabilité des matériaux, la réparabilité suite à l'endommagement, la modularité de l'ouvrage avec les questions de réversibilité, le coût global tout au long du cycle de vie de l'ouvrage avec notamment la RE 2020, la réglementation environnement 2020, et la rapidité de reconstruction vis-à-vis des phénomènes des aléas. Alors, quelques illustrations, en haut à gauche, donc on voit un bâtiment amphibie, donc à la Nouvelle-Orléans, l'image que j'ai montrée tout à l'heure, on voyait des maisons inondées. Alors la digue a cédé et en arrière, les maisons n'étaient absolument pas adaptées au risque. Donc là, avec des bâtiments amphibies susceptibles de flotter en cas d'inondation, ça permet d'avoir un peu une double protection et d'être adapté au territoire. Un cas de maladaptation, par contre, à droite, en haut à droite, c'est le cas alors c'est l'immeuble Signal à Soulac, que je pense que vous reconnaissez, où on a construit sur un terrain qui n'était pas adapté, puisque un terrain mouvant, on est sur un cordon dunaire qui évolue en fonction des phénomènes d'érosion, etc. Et du coup, on a un problème de réversibilité de l'ouvrage qui n'est pas adapté à une reconstruction ou à un réemploi.
en tout cas mal adaptées. Les enjeux de végétalisation, on sait que vis-à-vis des problèmes d'îlots de chaleur urbains, vis-à-vis des problèmes de stockage de carbone, il y a des enjeux de végétalisation lors des projets. Et les enjeux de cycle de vie des ouvrages et d'intégration au métabolisme urbain, c'est-à-dire l'empreinte environnementale que vont avoir les cycles de construction vis-à-vis des villes et de l'environnement. Donc en ayant en ligne de mire notamment donc, la réglementation environnement 2020 et la nouvelle loi climat résilience qui est beaucoup plus large que la construction mais qui aborde des aspects de densification de la ville, entre autres. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps et je vous remercie pour votre attention. Merci.